Bonsoir, jeunes gens, amateurs d'horreur et de surnaturel. C'est Kiklo le clown de Poup, 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 poup. Désolé, je n'ai pas encore eu le temps de bien me matérialiser. Vous savez, ça demande beaucoup d'énergie de pouvoir rentrer dans son corps matériel et de lui rendre une apparence convenable. Donc je dois cacher mon visage défiguré derrière ce masque effrayant. Je vais encore vous lire deux histoires de ce magnifique livre de Pierre Bellemare et de Jean-Marc Éproult qui s'intitule « Ils ont vu l'au-delà ». Deux histoires qui vont vous faire frémir, qui vont vous faire caguer dans les brailles, comme on dit ici. Bref, sans plus attendre, je vous conseille de vous plonger dans le noir le plus total, de mettre vos petits écouteurs et de vous focaliser sur l'histoire que je vais vous raconter. Vous êtes prêts? Cette première histoire s'intitule « Jour d'orage ». Jour d'orage. Michael Delmotte adore les grandes balades à pied. Parfois, pour le plaisir, il chausse ses gros souliers de marche, attrape son McFarlane et le voilà parti. Il a repéré un village à 10 km de là, mais cela ne lui fait pas peur. 2 heures de marche en pleine nature. Une fois arrivé à destination, il fait un tour dans le village, visite l'église, boit un verre de Vichy au café du coin et revient de préférence par un chemin différent. Si je suis trop fatigué, il y aura peut-être un autocar pour me ramener, ou bien je trouverai un taxi, ou bien je ferai du stop. Michael Delmotte passe de longues heures à marcher dans la nature. Mais ce n'est pas du temps perdu. Michael est écrivain. Et c'est au cours de ces longues promenades solitaires qu'il construit ses intrigues et ses romans. Sans écrire de ses best-sellers à la mode, Michael parvint, bon en mal, à des tirages très honorables qui font le bonheur de son éditeur et qui lui permettent de vivre confortablement. C'est vraiment un très joli coin. Un de ces jours, il faudrait que je vienne passer une quinzaine ici. Il doit bien avoir une auberge au bord de l'eau. Je pourrais même demander à Suzanne de m'accompagner. Suzanne Balaguer, une décoratrice dans le vent, est l'éternelle fiancée de Michael. Voilà 15 ans qu'ils se connaissent, se fréquentent. Suzanne aimerait beaucoup devenir Madame Delmotte, mais Michael recule toujours cette éventualité. Michael reçoit la dernière soirée qu'ils ont passée ensemble, mais il y a tout juste une semaine. Il lui a dit, avec un certain cynisme, « Ma chérie, nous entendons si bien chacun chez toi. Et si on ne se retrouve qu'au moment où nous en avons envie tous les deux, cohabiter à la longue des années, à quoi bon? Nous avons passé l'âge d'avoir des enfants. Quand nous serons bien vieux, le soir à la chandelle, comme dit le poète peut-être. » Suzanne soupire, comme d'habitude. « Tiens, en attendant, j'ai un petit cadeau pour toi. » Elle glisse entre les mains de Michael un petit paquet enrubanné. Il l'ouvre à l'intérieur, 6 mouchoirs brodés. « Suzanne, c'est toi qui as brodé tout ça? »« Oui, regarde, ils sont tous différents. Tu sais que cela porte malheur d'offrir des mouchoirs. Tiens, voilà une pièce de 5 francs en échange, c'est pour conjurer le sort. Les mouchoirs portent chacun un petit symbole brodé. Un revolver, un sabre d'abordage, une lance, un arc, un poignard, un cric malais. Chacune de ces armes symbolise un des romans d'aventure de Michael. Michael marche donc dans la campagne quand il lève les yeux au ciel. De gros nuages noirs venant de l'ouest envahissent l'horizon. Oh, j'ai l'impression que cela va dégringoler. Michael presse le pas. Pour l'instant,
il est désespérément isolé au milieu d'une plaine à blé. Il y a bien un gros arbre, mais si l'orage éclate et qu'il est tout à fait déconseillé d'aller s'abriter sous les arbres isolés. Il faut que j'arrive au petit bois qui est un peu plus loin. Il n'y a pas plus d'1 kilomètre en courant un peu. Michael adore marcher, mais il déteste courir. Enfin, il s'élance d'ailleurs. Le vent est soudain mis à souffler. Pas de doute, l'orage est tout près. En arrivant au petit bois, Michael cherche du regard s'il n'y aurait pas un abri. Un peu solide. La pluie commence à tomber de rue, de grosses gouttes chaudes. Ah là là, cette vieille baraque. C'est tout à fait ce qu'il me faut. En effet, un vieux bâtiment à un seul étage est là. De toute évidence, il est abandonné. L'entrée est surmontée d'une belle voûte en plein cintre. Une ogive de très belle qualité. La pierre blanche s'orne d'un motif sculpté, d'une grande élégance. Un serpent qui ondule. Michael se dit, bigre, on dirait bien un bâtiment roman. Qu'est-ce que ça pouvait être? Bizarre que c'est tellement l'air abandonné. Ce motif du serpent est superbe. Qu'est-ce que ça peut bien symboliser? Le diable peut-être. L'étage supérieur du bâtiment est orné d'ouvertures étroites, presque des meurtrières. Le toit couvert d'ardoises se perd dans les frondaisons. Michael pense. On dirait un ancien bâtiment des Templiers. Une ferme fortifiée. Il faudrait que je regarde ça sur mon guide. Ça doit être répertorié. Mais, pour l'instant, l'orage déferle sur tout le paysage. Michael a le vent, visage trempé de pluie. Derrière lui, la porte est un épais panneau de chêne. Michael, à tout hasard, appuie sur l'anneau qui est au milieu du panneau. La porte ne résiste pas à sa poussée et s'ouvre sans la moindre grincement. Michael hésite. Et puis finalement entre. D'un coup d'œil, il voit que le bâtiment est depuis longtemps déserté. En fait, il s'agit d'une sorte de grande salle. Des murs de pierre au niveau du premier étage, une galerie d'intérieur en bois pour accéder aux galeries à 2 volets d'escalier qui partent du rez-de-chaussée sur la galerie, donnent plusieurs portes. La pièce est assez obscure. Elle n'est éclairée que par une grande meurtrière. Pigre, c'est superbe. Je me demande à qui ça peut appartenir. Si par hasard c'était à vendre, je crois que je ferais bien une folie. Ça a une allure de folle. Suzanne en ferait un truc superbe avec des tapis d'Orient, des lampes basses, une cheminée centrale qui monterait jusqu'au toit. Michael est tout heureux de sa découverte. Et en plus, il est heureux d'échapper à cette averse. Il sort un mouchoir de sa poche, celui sur lequel Suzanne a brodé un petit poignard, et il essuie la pluie qui lui a mouillé le visage. Je vais aller voir là-haut. Il y a derrière les portes. On va voir ce qu'il y a derrière les portes. Et ce qui donne sur la galerie. Il doit y avoir de quoi faire des chambres d'amis et des salles de bain. Et soudain, alors qu'il va atteindre le niveau du premier étage, la foudre tombe tout près. Un éclair illumine la pièce. Michael s'arrête, cloué sur place par surprise. Oh, pardon monsieur, excusez-moi. Votre porte était ouverte. Je suis entré 5 minutes pour me mettre à l'abri de l'orage. Je ne voulais pas vous déranger. Un inconnu est penché à la balustrade de la galerie. Cet homme qui a Michael présenté ses scules est barbu et porte une chemise blanche à manches bouffantes. Michael ne saurait pas dire s'il s'agit d'une chemise de nuit, car il ne voit que le buste de l'inconnu. Un inconnu qui garde un silence peu amical. Michael dit « Vous êtes sans doute le propriétaire de cette maison. Elle est magnifique. » L'autre ne le regarde sans répondre. C'est comme s'il n'avait pas entendu Delmotte. Il se contente de fixer ses grands yeux noirs surmontés de sourcils très épais. Et le regard qui transperce Michael n'a rien d'aimable. On dirait qu'il veut foudroyer Michael sur place. Michael, qui se paie d'audace, demande « Vous seriez pas vendeur par hasard ?» Le temps de monter une marche supplémentaire de l'escalier et l'homme a disparu. Pas un bruit, pas un graissement de porte, ni de plancher. Michael lance « Monsieur !»« Monsieur, vous êtes là ?» Il sent soudain bizarrement mal à l'aise. Il dit « Et s'il est allé chercher son fusil ?»
ou bien s'il lâchait un chien à mes trousses. Vraiment, ce bonhomme n'est pas du tout sympathique. L'orage semble avoir cessé et Michael décide de quitter les lieux. Bon, je reviendrai une prochaine fois. Il sera peut-être de meilleure humeur. Au dehors, une magnifique arc-en-ciel illumine le paysage. Un dernier regard au vieux bâtiment et Delmotte reprend sa route. En arrivant à l'auberge, il prend une douche et change de vêtements. C'est alors qu'il fait une constatation déplaisante. Le mouchoir de Suzanne? Je ne l'ai plus. Quelle barbe! Voyons, je l'ai sorti de ma poche en entrant dans la commanderie. Car Michael a d'ores et déjà décidé que la vieille bâtisse ne pouvait être qu'une ancienne commanderie de Templiers. Je me suis encore essuyé le front avec le mouchoir au moment où j'arrivais à l'étage. Bon, j'ai dû le faire tomber le mouchoir chez le barbu. Eh ben, ça me fera un but de promenade. Et s'il est de bonne humeur, le barbu me permettra peut-être de chercher mon mouchoir, ou bien il l'aura déjà trouvé, et puis nous reparlerons d'une vente éventuelle. Et Michael repart à pied pour une longue promenade qui doit le conduire à la vieille demeure avec ses portes romanes. Une fois parvenu au bois, Michael Delmotte a un peu de mal à s'orienter. Mais où était donc cette baraque pourtant? Voyons, je suis arrivé de l'autre côté. Dès que j'ai pénétré dans le petit bois, la maison était tout de suite à ma droite. Michael fait entièrement le tour du bois, et en vain. Il en vient à se demander s'il ne s'est pas trompé de bosquet. Mais non, il reconnaît une barrière vermoulue et toute déglinguée qu'il avait remarquée la veille en arrivant. Soudain, il sent un frisson lui courir le long de l'épine dorsale et il vient de retrouver la maison, ou du moins ce qu'il en reste. Mais ce n'est pas possible. Là, au milieu d'un fourré, Michael voit la porte romane, seule, isolée. Rien ne reste des murs, rien que l'épaisse porte de chêne qu'il a poussée hier, simplement une porte romane, toute seule au milieu, des ronces et des orties, avec un très joli dessin sculpté en forme de serpent. Aucun doute, c'est la porte de la maison. Mais la maison n'existe pas. La maison n'existe plus. A-t-il rêvé la galerie et les portes des chambres à l'étage? A-t-il rêvé l'homme barbu à la chemise blanche avec des manches bouffantes? Ou bien existe-t-il de portes romanes semblables dans les bois? Est-ce que j'aurais tendance à devenir fou? J'étais frappé par la foudre? À moins que je me sois passé dans une autre dimension. Il sent soudain une bouffée de chaleur et la sueur se met à perler sur son front. Instinctivement, il fouille dans sa poche pour chercher un mouchoir. Ah, le mouchoir de Suzanne. Je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien utilisé hier. C'était de l'autre côté de la porte romane, mais comment aller voir avec tout ce fouillis de ronces? Michael n'a pas besoin de franchir la porte au serpent sculpté. Il aperçoit soudain le joli mouchoir brodé par Suzanne. Mince. Comment faire pour aller le récupérer là-haut? Effectivement, le mouchoir est là-haut, suspendu à une branche de chêne à la hauteur du premier étage, à la hauteur exacte où Michael se souvient de l'avoir utilisé la veille en arrivant sur la galerie qui n'existe pas. Et voilà. J'espère que cette histoire vous a fait frémir d'horreur et d'angoisse, que votre front perle de la sueur, que votre pantalon sent une légère odeur de prout. Mais c'est pas fini pour ce soir. Je vais quand même vous lire une deuxième histoire qui, elle, s'intitule La Banshee. Cette histoire s'intitule La Banshee. Ce matin, le groupe d'étudiants de l'université de Rouen se réveille de bonne humeur. À nous deux, l'Irlande. Tu vas voir comment nous sommes, nous les autres petits mangeurs de grenouilles. Tout le groupe se retrouve bientôt dans la salle à manger de l'auberge MacTarish. Ils sont 12 filles et garçons et commencent un séjour de 15 jours dans le comté de Clare. Le groupe est sous la direction du père Rivette. Aujourd'hui, nous allons rendre visite au père O'Donnell. Vous verrez, il est super sympathique.
Nous nous sommes connus quand il est venu faire des études en France. Et nous nous voyons aussi souvent que possible ici, à Glace-Merlet, soit dans ma paroisse. Eh bien, vive le père O'Donnell. Graham O'Donnell est rouquin, souriant, barbu, un peu posé et athlétique. Il distribue aussi volontiers l'eau bénite que le whisky. Mais les jeunes Français se méfient des alcools irlandais. Le soir, à la veillée, tout le groupe est assis autour de la cheminée où flambent des bûches. O'Donnell raconte avec un accent rocailleux: « Bien sûr qu'ici, en Irlande, vous êtes au cœur d'un pays catholique. Mais sous la mince couche de la religion chrétienne, il existe la religion celtique. Impossible de le nier. Ici, on croit aux fées, aux lutins, aux esprits cachés dans les arbres et dans les sources, aux nymphes et aux lacs et aux revenants des marais. » Oh, père O'Donnell, vous nous charriez. On est au XXe siècle. Ne me dites pas que vous croyez aux gnomes et autres balgervernes islandaises. Et pourquoi pas au nain de jardin démoniaque? Le père O'Donnell prend soudain une expression grave. Il tire sur sa pipe en silence. Son regard vert se porte sur Daniel Méral, le jeune homme qui vient de l'interrompre. « Si j'étais vous, jeune, comment dit-on, jeune présomptueux, je tournerai cette fois ma langue dans ma poche avant de dire n'importe quoi. » Le père Rivette, le français, approuve. « Tiens, Daniel, mets ça dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus et atteins d'avoir plus d'expérience. » Le père O'Donnell, les yeux tournés vers le plafond noirci de fumée, ajoute: « Qui sait, s'il y a avant la fin de notre séjour, vous n'aurez pas eu l'occasion de changer d'opinion sur les dieux de l'Irlande éternelle. Bon, parlons d'autre chose. Demain, il y a un bal au village. Je crois que c'est une bonne occasion de se faire connaissance avec notre bol folklore. Si vous voulez, et si vous êtes d'accord, je vous accompagnerai. Je pourrai vous expliquer tous les détails des costumes et les danses et les chansons. Ce ne sera pas du luxe, parce qu'il y a un monde entre l'anglais que nous apprend à l'université et la langue des villageois. Nous sommes irlandais, pas anglais. » Le lendemain, au moment où le soleil se couche, le père O'Donnell, avec un gros pull sur sa soutane et chaussé de gros souliers à clous, arpenté d'un bon pas sur la route qui mène au village. Les étudiants et le père Rivette ont de la peine à suivre son rythme. Ils commentent le paysage. Ici, on entend parfois le cri des banshees. C'est quoi cet animal, votre banshee? La banshee. Banshee. C'est pas un animal, c'est une femme blonde, tribale, avec de longs cheveux noirs et que l'on voit en train de se peigner avec un peigne cassé. Si on la voit, on lui donnera le mien. Il est encore de garantie. Le père O'Donnell ne relève pas l'impronton du plaisantin. Il paraît que son visage est si triste qu'elle donne envie de mourir. C'est ainsi que l'on explique les suicides, ou plutôt les morts inexpliquées, qui endeuillent souvent le pays. Vous ne pensez pas que le whisky irlandais y serait pour quelque chose? En tout cas, la banshee crie parfois. Et cela annonce dans certaines familles la mort d'un enfant. Chez certains, elle ne crie que pour annoncer la mort de l'aîné. Chez d'autres, c'est le présage de la mort du cadet. Du coup, tout le groupe se tait. La nuit est déjà tombée. Et chacun tend l'oreille pour essayer d'identifier tous les bruits, des cris d'oiseaux ou d'animaux qui font entendre entre les landes et la colline. Ah, on arrive. J'entends déjà les bignes. Espèce d'ignare, ce ne sont pas des pignons, ce sont des cornemules. Après une soirée extrêmement joyeuse, tout le groupe se rassemble pour rentrer à l'auberge, Mactaris. Il n'y a que 3 kilomètres à faire. Le père Rivette, le père O'Donnell ouvre la marche. Pas question d'aller s'enliser dans les marécages.
La pleine lune éclaire le chemin et toute la troupe suit en ricanant. La dame, la danse, a donné soif. Il a bien fallu goûter la bière et le whisky, histoire de se faire une opinion sur les spécialités locales. Soudain, le groupe entier se fige. Personne n'ose rien dire, mais tout le monde pense à la banshee. Un cri effrayant d'angoisse interminable vient de retentir quelque part, là, non loin de la route. Est-ce un cri humain? Personne ne le pense. Un animal? Cela semble impossible. Enfin, une des jeunes filles trouve la force de dire « Père, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est ?» Le père O'Donnell est figé sur le bord du chemin. Il regarde dans le noir vers la forêt impénétrable et se met à hurler des horreurs en irlandais. Si quelqu'un du groupe comprenait, il serait étonné, car il s'agit d'une série de blasphèmes bien surprenants venant de la bouche d'un prêtre. Il hurle et tout en même temps fait un signe de croix. Le hurlement perce la nuit. Tout le monde a soudain la chair de poule. Daniel Merxéal lance « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez tous à rester comme ça? Vous avez vu quelque chose ?» Personne n'en semble porter la moindre attention. Daniel saisit le père Rivette par la manche de sa soutane et répète sa question. « Hé, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous arrive? » Daniel, tu n'entends pas ce cri. Le père O'Donnell semble sortir d'un rêve. « Daniel, vous n'avez rien entendu? » « Entendu quoi? Il y avait une chouette ou un hibou qui ululait. Et ça vous suffit pour vous bloquer sur place? Vraiment, mon petit Daniel, vous n'avez pas entendu ce long cri de la nuit. » Apparemment, Daniel n'a rien entendu du tout. Le père O'Donnell prend soudain le père Rivette et l'entraîne à l'écart. Il lui murmure quelque chose à l'oreille. Le prêtre français écoute et recule brusquement avec un haut le corps. « Graham, je t'en prie, tu es fou. » Mais Graham O'Donnell hoche silencieusement la tête comme pour dire « Tu verras ce que je te dis. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Le père Rivette dit « Allez, il tente de se remettre au lit. En route, demain nous aurons une longue balade. » Le long de la côte, il faut se lever de bonne heure. Il attrape Daniel Méral par le bras et l'entraîne avec lui. Toute la troupe suit silencieusement, comme perdue dans les pensées. Graham O'Donnell ferme la marche. Parfois, il se retourne pour considérer l'endroit d'où venaient les cris inhumains. Mais la nuit a retrouvé son calme. Les étoiles brillent. On n'entend que le mugissement des vagues qui se brisent le long de la falaise, 30 mètres plus bas. Le lendemain, toute la troupe se lève de bonne humeur. Il pleut, mais cela n'entame en rien l'enthousiasme. On a bien un peu de mal aux cheveux. La vieille de Margaret, la bonne du père O'Donnell, marmonne. « Si j'étais vous, je ne sortirais pas aujourd'hui. C'est un jour à attraper mal. Ces jeunes Français ne sont pas bâtis pour notre climat. Et puis, si vous avez entendu la banshee. » Le père O'Donnell fait un signe de croix sans lâcher sa pipe qu'il tient à la main. « Taisez-vous, Margaret. » Le père Rivette et son groupe s'éloignent et font des signes d'adieu en franchissant la petite barrière qui sépare le presbytère de la route. Dans l'après-midi, le père O'Donnell ne parvint pas à se concentrer sur la lecture de son bréviaire. Toutes les 5 minutes, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Soudain, il voit un groupe qui arrive sous la pluie toujours battante. « Ah, les voilà, enfin !» Margaret regarde elle aussi. Malgré son âge, elle a un œil encore perçant. « Ah, la Saint-Patrick, il est arrivé quelque chose. Je vois que les fils Parnell qui sont avec eux, on dirait qu'ils portent quelqu'un sur une civière. » Le père O'Donnell est déjà sur la route. Il retrousse sa soutane pour courir au plus vite. Le père Rivette est en tête de la petite troupe. Rien qu'à en voir son visage, on devine qu'il y a eu une catastrophe.
Jean-François, que s'est-il passé? Mon pauvre Graham, c'est Daniel. Il a voulu faire des photos et en s'approchant trop près du bord de la falaise, il a glissé sur le rocher mouillé et il a fait une chute de 15 mètres. Rien n'a eu faire. Il était mort quand nous avons pu nous approcher de lui. Les 4 frères Parnell, 4 colosses, ont posé la civière sur le sol. Sous le plaid multicolore, Daniel Méréal repose. Il a encore du sang sur le visage. De toute évidence, il est mort sur le coup. Jean-François Rivette dit: c'est ma faute, j'aurais dû t'écouter. Nous n'aurions pas dû faire cette excursion. Le père O'Donnell s'agenouille à même le sol, détrempé pour dire la prière des morts. Puis il vient tenter de consoler son ami Rivette. Tu aurais dû rien dire, tu aurais dû rien faire, et tu n'aurais rien pu faire. Il était condamné. Même si il était resté au lit toute la journée, il serait mort. Hier, quand nous sommes rentrés du bal, Daniel était le seul à ne pas avoir entendu le cri de la banshee. C'est un signe qui ne trompe pas. Et voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère bien que ces 2 petites histoires vous auront fait frémir d'horreur et de terreur. Si ça vous a plu, laissez-le un petit message dans les commentaires et mettez un petit pouce bleu pour le courage. Je vous en dirai d'autres bientôt. Je sortirai mon autre plus beau costume. Celui-là, il est un peu taché de sang. La dernière fois, c'était les gants. Maintenant, c'est le costume qui est taché de sang de mes victimes. C'est difficile à passer au lavage, je vous le garantis. Mais c'est pas grave, ça donne du charme et de la couleur. Bref, sur ce, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nuit d'horreur.